Les podcasts de la 46e édition de Cinéma du Réel. Dans le cadre de la programmation Front Populaire et en partenariat avec l'Humanité, discussion animée par Axel Noddio avec Cécile Lavessière et Jean-Marie Pernel à l'issue de leur film Terre à nous. C'est un peu nous raconter comment s'est passée la rencontre avec ce collectif Zazalé, qui ne se reconnaît pas dans notre société moderne, qui est véritablement organisée et qui s'inscrit aussi dans une démarche décoloniale. C'est l'histoire d'une rencontre en fait. On est allé sur les lieux à l'occasion d'une journée de convergence des luttes. Ils organisaient à ce moment-là une série de journées de convergence des luttes et on est arrivé sur le rond-point. Et là, on a eu une espèce de coup de cœur pour ce rond-point et pour les gens et on s'est dit que c'était peut-être ça qu'on attendait, que quelque chose à un moment bouge. Et voilà, c'est la rencontre. Oui, on les a rencontrés. L'histoire que raconte Cécile quand on a été sur le rond-point, c'était en juin 2020. C'était juste après le premier confinement. Eux, ils étaient là depuis le 3 janvier 2019. En fait, c'est un rond-point qui a été occupé par les Gilets jaunes. Au moment, le mouvement des Gilets jaunes a été très puissant à La Réunion. Et à La Réunion, vous bloquez l'aéroport, vous bloquez le port. Vous bloquez La Réunion en fait. Et il y a une fameuse route du littoral. Vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle route du littoral. C'est un axe majeur et pareil, vous bloquez cet axe, vous bloquez aussi La Réunion. Donc en fait, les Gilets jaunes ont très rapidement bloqué La Réunion. Et donc, nous, bien sûr, on avait entendu parler de ce rond-point aux Zazalés, mais il y avait des ronds-points sur toute l'île. Et sauf qu'on avait entendu parler qu'en 2020, ils étaient toujours là, quoi. Ils s'étaient installés le 3 janvier 2019. Le mouvement s'était arrêté à La Réunion le 20 décembre, c'est la fête de l'abolition de l'esclavage. Après, il y avait les fêtes de Noël et tout. Il y a la ministre qui était venue négocier des choses. Le mouvement s'était complètement arrêté. Et eux, ils ont décidé de s'installer, de construire des cabanes. Et donc, on a su qu'ils étaient là. On avait envie de les voir depuis longtemps. Et puis, c'est seulement en juin 2020 qu'on a été les voir. Puis là, on s'est dit, il faut absolument... on a eu envie de faire quelque chose sur ce rond-point, de filmer ce rond-point. Et puis, il y avait une question d'urgence aussi, parce qu'on ne savait pas si le rond-point allait être évacué ou pas. Donc, on a filmé dans l'urgence. On est parti avec nos caméras. On leur a demandé si on pouvait les filmer. On s'est présenté à eux d'abord. Et ils nous ont dit de revenir nous présenter en assemblée générale, le type d'assemblée générale là, qu'on voit dans le film. Donc on est arrivé, on a présenté le projet à l'assemblée générale. Ils nous ont demandé un temps de réflexion. Ils se sont renseignés sur nous pour savoir qui on était. Ils avaient été échaudés par d'autres tentatives de films ou par des reportages. Et puis finalement, ils ont dit d'accord. Et la confiance s'est installée, d'autant qu'on les a suivis pendant 3 ans en fait. C'est un film qui a été tourné en immersion et pendant 3 ans, périodiquement, on venait s'installer sur le rond-point. On partageait leur vie quotidienne, on allait sur les actions, on était avec eux. Je parlais de cette démarche décoloniale aussi. Ce qui est intéressant dans le film, c'est le rapport à la terre de cette communauté, la question de souveraineté. Vous avez quelques mots à dire là-dessus ? Oui, c'est une grosse problématique. Je pense que le film fait vraiment ressortir la problématique de la souveraineté à La Réunion, mais aussi de la problématique coloniale et décoloniale. Alors c'est toujours un peu difficile de dire en 2024 l'État français est colonial. Mais oui, c'est une autre. Bien sûr, c'est plus l'esclavage, c'est plus l'engagisme. Il y a eu bien sûr une tendance vers l'égalité sociale, c'est-à-dire il y a vraiment une prise en compte de ces territoires, et donc il y a eu un développement qui a été engagé. Mais le taux de pauvreté à La Réunion est toujours de 42% de la population. Il y a plus de 90 000 personnes sur 850 000 habitants qui sont au RSA. Il y a des problèmes de logement. Et puis, ce contre quoi ils luttent le plus, c'est tout simplement qu'on écoute ce que les Réunionnais veulent faire de leur île, en fait. Et les décisions viennent souvent de l'extérieur.
On a vu un film ici, 44 jours, sur la situation, sur les grèves qu'il y a eu aux Antilles, avec le mouvement LKP. Et moi, il y a un terme que j'aime beaucoup, mais qu'on retrouve à La Réunion. Il faut savoir qu'au moment où il y a eu le terme que j'aime beaucoup, c'est profitation. Profitation, c'est un terme qui est repris aussi à La Réunion, parce que tout simplement, il y a des entreprises, il y a des monopoles qui sont installés à La Réunion, qui monopolisent la richesse et qui ralentissent et qui empêchent le développement de La Réunion, mais surtout une répartition des richesses équitable et surtout une prise en main des décisions par les citoyens, quoi. Alors même si ça a évolué, mais c'est ça en fait que les gens sur ce rond-point, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de jeunes et ces jeunes, ils voient bien leurs parents, leurs grands-parents, ce qu'ils ont subi. La situation a évolué très rapidement à La Réunion. Il faut savoir que c'est Jacques Chirac, le gouvernement de Jacques Chirac, qui a fait ce qu'on appelle l'égalité sociale quand il a été élu en 1995. C'était l'une de ses promesses en 1995. Mais 1995, c'est hier, c'est très récent. Et cette égalité sociale, elle est un peu là, mais elle n'a pas enlevé la pauvreté. Et puis surtout, c'est que c'est pas encore les Réunionnais qui prennent les décisions complètes sur ce que doit être la Réunion. Il y a une sorte d'ambiguïté entre le centralisme français et l'assimilation, donc la problématique de la culture, de la langue, etc., quoi. Et on a trouvé que ce film trouve vraiment sa place dans la thématique là, de la programmation, puisqu'il y a plusieurs films sur l'enjeu de la reprise de la terre, par exemple, sur l'enjeu de cette reconquête de souveraineté. Donc Jean-Marie a cité le film guadeloupéen, il y a aussi Sous les feuilles, le film martiniquais, et on sent que vraiment, à La Réunion, comme dans les Antilles et comme en Nouvelle-Calédonie, c'est un mouvement qui est en train d'émerger, même si ça ne touche pas peut-être une très forte proportion de la population, mais cette question-là de reprendre les choses, de sentiment qu'on a enlevé aux gens leur pouvoir de décider, est très très fort. Et puis alors toutes ces actions, ça se fait dans un cadre solidaire, dans un cadre d'accueil de l'autre. Est-ce que c'est ça la façon créole de faire ? Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une manière de militer créole. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça se passe beaucoup avec ce qu'on appelle des cabars, c'est-à-dire ces moments festifs où on chante, où on est ensemble, on partage un repas. Et ça, c'est vraiment important, parce que comme dit un des personnages au début du film, leur idéal, c'est de revenir à une réunion, peut-être qu'ils ont idéalisé aussi, hein, et qui est un peu mythifiée dans leur tête, une réunion du temps longtemps, c'est-à-dire une réunion autrefois où les communautés étaient davantage structurées, où existait une vraie solidarité familiale. Et aujourd'hui, ces collectifs-là sont en train d'éclater, en fait, avec... sous l'effet de la consommation. En l'espace de 10 ans, on a vu surgir énormément de centres commerciaux. Il y a énormément de voitures à La Réunion. Donc on a l'impression que cette étape-là de la société de consommation et de l'hyperconsommation est très présente, et qu'en même temps, elle éclate ces solidarités, elle fait éclater ces solidarités. Et ce que craignent aussi... les membres du QG Zazalé, ce collectif-là, c'est cette individualisation, là, c'est le chacun pour soi, qui fait qu'on laisse des gens dans la détresse sur le chemin. Et donc, eux, ils sont là aussi, leur combat, c'est un combat de solidarité sociale, c'est de l'action sociale qu'on n'a pas vraiment mis en évidence dans le film, mais quand ils font les poubelles du supermarché et qu'ils remplissent le réfrigérateur, c'est pour faire de la distribution ensuite. On voit qu'ils organisent la distribution de légumes et ils font de l'accueil social, c'est-à-dire que c'est connu à La Réunion que si on est à la rue, qu'on sorte de prison, qu'on a un problème de logement, qu'on soit en rupture sociale, on peut venir sur le rond-point pour y être accueilli. Oui, je pense un autre aspect aussi, je pense qui est vraiment très fort à La Réunion, mais je pense qu'il traverse tous les Outre-mer et au final même les îles autour de La Réunion. Parce qu'on parle de
de la problématique de colonisation française, mais en fait, ça va bien plus loin que ça. Finalement, on pourrait aller plus loin au niveau... La France elle-même est touchée par un problème de colonisation, de la mondialisation qui détruit en partie même la culture française. C'est des poupées russes un peu. Hein. C'est que la Réunion, elle est touchée en priorité par la politique d'assimilation française. Et puis l'Europe, elle est touchée par une grosse influence des États-Unis, mais de la mondialisation d'une manière générale. Et ça touche... on a vu des films ici sur, par exemple, l'Amérique latine. On voit bien toute la problématique de cette action, de l'action de la mondialisation sur la culture. Et à La Réunion, ce mot assimilation, c'est quelque chose de très important. L'assimilation, c'est quoi? C'est si vous êtes français, vous devez parler français, vous devez adhérer à la culture française. Et quelque part, vous devez... Alors, je vais caricaturer un peu, mais votre culture à vous, elle doit devenir folklorique, en fait. C'est le maloya, c'est le sega, c'est le kari. Mais au final, vous devez devenir des bons Français. Et donc, détruire... d'abord, en priorité, défendre la culture française. Et le problème, c'est qu'à La Réunion, dans le meilleur des cas, on peut dire qu'ils ont une double culture. Ils ont la culture créole, et comme le dit un protagoniste dans le film, les enfants, tant qu'ils ne vont pas à l'école, à 85-90% à La Réunion, ils parlent créole dans leur famille. Et ils arrivent à l'école, c'est très, très brutal. Leurs profs, leurs instits, leur parlent français. Et alors bien sûr, ils ont entendu la langue française. Hein, c'est pas une langue qui n'est pas parlée. Les Réunionnais sont bilingues, hein, mais ils parlent d'abord le créole. Ils ont d'abord des références culturelles créoles. Et à l'école, on va leur apprendre nos ancêtres les Gaulois, les rois de France, alors que la plupart de la population vient de Madagascar, d'Afrique de l'Est, d'Inde, de Chine, etc. Les Européens, en fait, ils représentent, donc les oreilles, hein, ils représentent 10 à 12% de la population. Et avec la problématique que vous voyez dans le rond causé au début sur cette problématique des oreilles créoles, c'est qu'en plus, ils ont une place particulière. Nous, on est oreilles. Hein. On a une place particulière à La Réunion. Et je ne reviens pas sur ce que dit le protagoniste, la Gaëlle, dans le film, que nous, on est bénéficiaires. Comme disent les Réunionnais, il y a des bons marmailles aux oreilles, mais en attendant, on n'arrive pas avec les mêmes droits dans la même situation dans la situation réunionnaise. Voilà. Et puis il y a l'un des intervenants, c'est Ludovic, si je ne me trompe pas, qui parle de décroissance. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles d'eux. Elle en est où, cette décroissance? Ils sont toujours à la recherche d'un terrain? Comment ça se passe? Ils sont toujours à la recherche d'un terrain. Ce qui nous inquiète un peu, c'est qu'on a l'impression que cette recherche du terrain, c'est une quête sans fin. On a l'impression que c'est difficile de quitter le rond-point, pour différentes raisons d'ailleurs, hein, parce que l'accès à la terre est difficile déjà, qu'ils sont partagés sur le fait d'occuper un terrain illégalement. Donc il y a la question de la reprise de la terre aussi qui est liée à la souveraineté, hein. Et la reprise de la terre, ça se fait sur l'idée de reprendre la terre, c'est de reprendre une terre qui appartient à l'État. Il y a beaucoup de terrains en friche qui appartiennent à l'établissement public foncier à La Réunion et dont l'État ne fait rien. Donc il y a cette idée de reprendre cette terre-là qui s'oppose à l'idée et ce qui est défendu aussi, ce point de vue il est défendu dans le film par quelqu'un qui dit oui, mais le risque c'est de s'installer, de fonder quelque chose et de se faire virer du jour au lendemain. Donc la quête du terrain, voilà, c'est un peu compliqué. Alors nous on pensait, comme j'ai dit tout à l'heure, que filmer ce rond-point, il fallait le faire dans l'urgence, qu'il y avait un risque d'évacuation policière. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que c'est une situation, ça correspond à une situation politique qui est un peu compliquée. La gestion du rond-point, l'eau, l'électricité, c'est la mairie du Tampon qui s'en occupe. Et le rond-point, il est sous gestion régionale. En fait, il appartient à la région. Et alors, je vais faire simple. Aujourd'hui, la région, elle est communiste. Enfin,
Elle est la présidente du conseil régional est une ancienne du Parti communiste réunionnais. Et elle a soutenu le rond-point pendant très longtemps face au maire du Tampon, qui est quelqu'un de droite. Et là, elle se dit qu'elle aimerait bien récupérer le rond-point pour ne pas faire un exemple, pour ne pas laisser les gens s'installer sur des terrains publics et sur un rond-point. Mais elle est un peu liée parce que ce serait tourner le dos à ses engagements. Et puis surtout, ce QG Zazalé est extrêmement populaire à La Réunion. Et donc si on imagine une évacuation policière du QG Zazalé, ce sera politiquement très compliqué, ce sera très médiatisé, enfin, ça aura beaucoup d'impact à La Réunion. Alors où ils en sont là concrètement, ils ont rédigé un projet qu'on a eu l'occasion de suivre. C'est un projet qui est très très riche, qui porte sur plusieurs dimensions: l'autosuffisance et l'autonomie alimentaire, l'écologie, l'habitat, l'école, la défense de la culture de la langue créole réunionnaise. Et quand ils ont présenté ce projet à La Réunion dernièrement, La Réunion leur a proposé un terrain de 8000 mètres carrés, alors qu'eux, ils cherchent un terrain d'au moins 5 hectares. Et la région leur a dit que leur projet était fourre-tout. Voilà. Et donc, aux dernières nouvelles, on en est là. Oui, juste pour compléter, c'est que il y a vraiment une spécificité de l'île de La Réunion et je pense des territoires d'outre-mer dans le film et dans ce que les protagonistes portent. Mais en même temps, on retrouve des problématiques. Par exemple, Sainte-Soline. Alors, on peut en penser ce qu'on veut de l'intervention des militants à Sainte-Soline, mais il y a vraiment une partie de la population qui se pose des questions sur le modèle actuel de nos sociétés et de ce que ça implique sur l'environnement, la situation d'avenir, vers quel type de société on va et est-ce qu'on va continuer comme ça. Et donc, on voit que c'est mondial, c'est dans l'Hexagone, c'est un peu partout dans le monde. Et finalement, à La Réunion, ils retrouvent aussi ces mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'il se pose la question et c'est d'autant plus tendu que sur une île, vous êtes très limité. Il y a déjà plus de 850 000 habitants à La Réunion. C'est très montagneux, donc les gens vivent surtout sur la côte et que c'est déjà saturé. Pour ceux qui connaissent La Réunion, il y a des bouchons infernaux. Il y a déjà une très forte densité. Il y a déjà beaucoup d'habitations de territoires qui sont en train de disparaître. Et donc, eux, ils revendiquent aussi à l'échelle de La Réunion, mais finalement, dans la logique mondiale qu'on a actuellement, ils remettent en cause le système de consommation à outrance. Et pour revenir à un fonctionnement beaucoup plus proche de la terre, du planter pour manger, quelque part d'une certaine autonomie, d'une certaine décroissance, comme tu poses comme question. Mais on voit bien que, je dirais de quel côté du manche on va, hein. Parce que dès qu'ils commencent à avoir des actions c'est un peu ce qu'on a voulu montrer dans cette action à Manapani, dès qu'ils commencent à avoir une action ils sortent du rond-point et qui commencent à être un petit peu, un peu actifs, un peu comme les militants qui vont à Sainte-Soline ou sur la 69, etc. Là, immédiatement, vous avez les CRS qui arrivent. Alors, à La Réunion, bien sûr, hein, ce n'est pas 3000 CRS avec des tanks et tout. Il n'y a pas besoin de ça. Mais on voit quand même qu'ils arrêtent les leaders et ils font en sorte que ça ne puisse pas être un exemple et que ça ne puisse pas être un modèle. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas amener la population à se dire c'est vers ça qu'on va aller. Et attention, hein, je ne suis pas en train de dire que 100% des Réunionnais rêvent de vivre sur un terrain dans des cabanes en bois. Je ne suis absolument pas en train de dire ça. Hein. Mais je suis en train de dire que eux, ils se posent c'est une expérience qui veut montrer que, c'est possible, qui veut interroger un modèle, qui veut questionner les gens, et qu'il y a un débat au moins, qu'on réintroduise un débat citoyen. Et on voit bien que dès que ça commence à prendre un peu d'ampleur, c'est un peu symbolique ce qu'on a mis dans le film, mais voilà, comme disent les Réunionnais, la loi arrive, quoi. La loi, c'est les gendarmes, c'est les CRS à La Réunion. Et alors, avant de passer à vos questions, parce que je suppose que vous en avez sur ce film, je voulais revenir aussi sur, vous en avez un peu parlé, mais votre engagement personnel pour ce film, c'est
plus qu'un tournage. Finalement, vous y avez consacré plusieurs mois par intermittence. Là, on vient de faire la première projection publique. Qu'est-ce que ça fait maintenant qu'on en est là ? Moi, ce qui me touche, je pense, le plus, c'est que ce film apporte une parole réunionnaise dans cet endroit qu'est le Centre Pompidou à Paris. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment, c'est comme si deux planètes se rencontraient. Enfin, il y a quelque chose que je trouve et qu'on n'avait pas du tout anticipé. Hein. C'est faire survenir cette parole-là ici devant vous à cet endroit-là. Et moi, je trouve ça vraiment fort. Ça me touche beaucoup. Voilà, donc je te rassure parce que c'est ici que vous trouverez les gens les plus ouverts. C'est-à-dire, si vous ici, je pense que tout le monde a compris et tout le monde est pour soutenir. C'est normal, c'est l'intelligence, c'est le bon sens. Et on se demande pourquoi il n'y a pas de réunion, justement, puisque le mot est quand même porteur, de réunion entre les oreilles et est-ce qu'il y a des comités où ils sont ensemble autour d'une table? J'ai pas du tout cette expression, mais enfin, il n'y en a pas d'autre. Et ils causent, quoi, de leur... Ils s'écoutent, ils donnent des propositions, ils donnent des choses comme ça. Donc, tu dis ici, au Centre Pompidou, mais je crois qu'ici, justement, il y a des bonnes oreilles et qui ont compris le combat. Et dis-toi qu'il y a un mouvement militant que j'anime, si on veut, dans un tout autre domaine. C'est exactement la même chose. Voilà, donc c'est pas du tout le même sujet, mais si on fait... moi, je pense que c'est des choses qui ont un rapport avec le bon sens. Voilà, et je crois que les élus, les gens qui vivent dans des cercles tout à fait privilégiés n'ont plus de bon sens. Voilà. Oui, juste pour réagir à ça, je pense, attention à nous, nous-mêmes, on est oreilles à la Réunion, hein. Mais il ne faut pas confondre les oreilles qui vivent à La Réunion, du moins je pense une grande partie des oreilles qui s'investissent dans La Réunion. Alors comme on voit dans le film qu'on des fois beaucoup de mal à aller à la rencontre et des Réunionnais et de la culture réunionnaise, mais il y a quand même une présence, il y a une partie de ces oreilles qui sont des citoyens en fait. Hein, et puis après, il y a l'État, son représentant, le préfet, toutes les institutions qui sont souvent, ça a beaucoup évolué, mais qui sont encore quand même beaucoup les cadres des principales institutions d'État, c'est des oreilles avec la vision de la politique de l'État français. Hein. Et c'est là où ça pose vraiment question aux Réunionnais et à cette problématique. Mais quand vous disiez il faut se mettre autour d'une table, moi je pense que c'est en soi les oreilles, bien sûr, participent déjà à ces ronds causés. D'ailleurs, vous voyez, sur le rond-point même, il y a des oreilles. Hein. Il y a des oreilles qui vivent. Donc la question n'est pas que les oreilles se mettent autour de la table, les oreilles citoyens, entre guillemets. La question, c'est que l'État entende les revendications, mais qui sont les mêmes revendications. J'ai lu il y a 2 jours un article sur la Guyane qui demande que son autonomie soit augmentée, que l'État abandonne certaines dispositions qu'elle peut avoir pour laisser plus d'autonomie en Guyane. On sait aux Antilles qu'il y a les mêmes revendications. À La Réunion, il y a aussi ces revendications. Et longtemps, l'État utilise encore beaucoup, c'est ce qu'on appelle le largage. C'est une notion qui est très importante. C'est que dès que quelqu'un d'un territoire d'outre-mer, mais particulièrement à La Réunion, remet en cause, questionne l'intervention de l'État français dans son territoire, on lui dit « Ah ouais, mais si vous ne voulez pas être français, il n'y a pas de problème, prenez votre indépendance ». Le largage, c'est abandonner ces territoires. Mais les Réunionnais, ils ne veulent pas être abandonnés par la France. Ils veulent, pour une grande partie, il y a bien sûr des indépendantistes, des autonomistes, etc., mais pour une grande partie des Réunionnais, ils veulent rester français, mais qu'on leur donne beaucoup plus d'autonomie, qu'on respecte leur culture et que leur culture ne devienne pas du folklore dans 30 ou 50 ans. Je pense que c'est ça qui est important. Oui. Non, l'État ne fait pas de réunion.
je pense que ce serait mal vu que ça soit organisé par l'État en plus. Donc là, c'est quelque chose qui est tout à fait spontané. Et comme disait Jean-Marie, seront causées cette Assemblée générale-là. Elle a été très importante. Et puis, c'est un peu un impensé à La Réunion, la question des relations entre les oreilles et les créoles. C'est quelque chose qu'on n'ose pas trop dire, en fait, qu'on n'aborde pas d'une manière aussi directe que celle qu'on a montrée. On sent bien qu'il y a des différences de... Alors, je vais essayer de trouver un mot... des différences de... Il n'y a pas le même capital de départ, quoi, on va dire. C'est-à-dire que quand on est oreilles, on a les codes. On a les codes par rapport à l'école, on a les codes par rapport à l'administration, on a les codes culturels, etc. Et parfois, quand on est créole, on a l'impression qu'on n'a pas les codes, ou du moins, on a intériorisé le fait que ces codes-là, c'était un peu plus difficile d'y accéder. Donc... et ça, oui, c'est un impensé, en fait. La question coloniale à La Réunion, pendant... Alors, il y a eu un moment où le Parti communiste réunionnais comportait des indépendantistes. Il y a eu ce moment-là dans les années 60. Ça a été réprimé d'une manière extrêmement dure par Debré, qui était... l'autonomie... ouais. Non, mais justement, vous dites... Prenez le micro, s'il vous plaît. À l'époque, c'était l'autonomie, pas l'indépendance. Enfin, le Parti communiste réunionnais, attention, on n'a jamais parlé d'indépendance à La Réunion. D'accord. L'autonomie. Et donc, oui, alors, un petit peu peut-être. Et vous vous rappelez de l'ordonnance Debré de 1965 qui a consisté à muter d'office tous les fonctionnaires qui étaient dans cette mouvance-là. Alors, je vous en prie, si vous avez des questions, prenez exemple sur mesdames, prenez la parole. Je connais très mal la Réunion, mais j'ai l'impression qu'il y a deux sortes de oreilles. C'est quand même ceux qui sont installés depuis plus ou moins longtemps, voire depuis simplement 12 ans, comme l'instituteur. Et puis ceux qui sont là, qui viennent 2 ans, qui tournent. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui tournent pour des telles raisons, parce que c'est très, très avantageux de les travailler un peu là-bas. En plus, c'est exotique, c'est sympathique. On fait la fête entre... D'ailleurs, voilà, entre expatriés, ça ressemble plus à des expatriés qu'à des... Et est-ce que donc ces espèces d'expatriés, ces fonctionnaires, ou pas que fonctionnaires, enfin, tous ces gens qui tournent comme ça, qui viennent de 3 ans, est-ce qu'ils sont nombreux? Enfin, voilà. La Réunion, c'est tout petit. Je ne sais pas si tout le monde a conscience que c'est beaucoup plus petit que la Corse. C'est minuscule. Et c'est probablement surpeuplé, puisque c'est quand même toute la partie centrale qui n'est pas habitable. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais je pense que c'est des données qui sont importantes. Mais, donc, ce volant d'espèces d'expatriés qui partent, qui sont plus ou moins jeunes et qui vivent un peu hors sol, est-ce que c'est important? Et je pense que ça représente une pression sur le logement, sur tout un tas de trucs. Alors, ils sont surtout localisés à certains endroits, en fait, ces oreilles qui ont un mode de vie d'expatriés. Ils sont au nord de La Réunion, à Saint-Denis, qui est le chef-lieu du département, et ils sont beaucoup dans l'ouest, parce que l'ouest, c'est le côté balnéaire de La Réunion. Et d'ailleurs, il est fait allusion à Saint-Gilles, qui est la station balnéaire chic, Zoreilles, qu'on appelle Zoreilland aussi. Et donc, quand on parle du processus de Saint-Gilisation, c'est le processus de gentrification. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de jeunes gens qui arrivent, comme il a été décrit dans le domaine paramédical, médical. Beaucoup de fonctionnaires avec la surrémunération. Et donc, forcément, ce sont des gens qui font augmenter le prix du logement. Les prix à La Réunion, les prix à la consommation sont calculés sur la surrémunération aussi.
Donc ça crée de fortes tensions et ça crée des inégalités. Et oui, c'est ça. En fait, les oreilles, on les trouve vraiment concentrées sur une partie du territoire. Et comme je disais, il représente... alors, en France, on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques, hein, mais à La Réunion, c'est assez facile quand même de le faire, hein, parce que c'est quand même une population qui est très diversifiée à La Réunion. Et donc, on repère quand même assez vite les oreilles, bien qu'il y ait les Yabs. Alors, quand on n'est pas depuis longtemps à la... Alors, les Yabs, c'est les Réunionnais d'origine blanche, en fait, mais qui sont souvent métis, hein, donc c'est pas aussi simple. Mais ils ressemblent à des oreilles, mais au bout d'un moment, je sais reconnaître un Yab et un oreille, quoi. Mais peut-être qu'au début, on peut prendre des Yabs pour des oreilles. Mais bon, en gros, oui, il y a entre 10 et 12% d'oreilles. Mais l'une des choses qui inquiète, je pense, les Réunionnais, c'est cette concentration dans l'Ouest. Avant, il y avait Saint-Gilles, mais maintenant, il y a une autre ville qui s'appelle Saint-Leu, qui est en train de se zoréifier à fond. Il y en a une autre à côté qui s'appelle l'étang Salé-les-Bains, qui est en train de se zoréifier à fond aussi. Et c'est quand même, il y a un mouvement assez important, et notamment le Covid. Et je vais dire, le Covid et la fibre à La Réunion, qu'est-ce que ça fait pour les gens qui font du télétravail, du moins qui ont des activités dans le télétravail? Comme disait Charles Aznavour, vaut mieux être pauvre au soleil. Et ben, là, eux, ils veulent être riches, mais au soleil, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de... Ils peuvent venir à La Réunion, ils sont en France, il y a tous les équipements, les hôpitaux, le confort, le soleil, l'accueil des Réunionnais aussi, qui est fantastique. Et en plus, ils peuvent travailler avec la fibre. Ils arrivent, ils ont un pouvoir d'achat très important et ils monopolisent des logements. Et c'est un phénomène qui est assez fort. Et avec le Covid, on a tous eu les Parisiens qui quittent, enfin je caricature à mort, hein, mais les Parisiens qui quittent Paris pour aller dans les régions. Le problème s'est posé aussi dans les régions en province en France. Mais à La Réunion, on a vu arriver, ce que dit l'un des protagonistes à un moment, on voit arriver des cargos. Alors, bon, c'est un peu fort comme terme, mais c'est une réalité quand même. Il y a énormément d'oreilles qui sont arrivées, et des jeunes surtout, parce qu'ils se disent, bah, moi, aller vivre à La Réunion, c'est cool, il fait beau, il y a le surf, il y a la montagne, il y a les balades, il y a l'environnement aussi autour, hein, Madagascar, l'Afrique du Sud, Maurice, et c'est vraiment cool. Et ça, le problème, c'est que le petit territoire, vous posiez la question de la taille, c'est 1/6 de la taille de la Corse. C'est 6 fois plus petit que la Corse, ça fait 2500 km² environ, mais sachant que c'est 2 volcans en fait La Réunion, c'est 2 volcans posés l'un sur l'autre. Le plus haut est à 3000 mètres, celui qui est actif qu'on connaît souvent, la Fournaise, lui il est à 2500 mètres, et les gens habitent peu dans les hauts, c'est plutôt sur le littoral, donc on est déjà à saturation, hein. Il suffit de vouloir prendre sa voiture le matin, on comprend qu'on a atteint une limite, et ça c'est un vrai questionnement. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment trouvé formidable ce film. Je ne connais pas bien La Réunion, mais je connais bien les Gilets jaunes, pour en avoir fait un film notamment. Et il y a vraiment cette ambiance de rond-point et aussi de fête que, malgré tout, il y avait énormément en France aussi. Et du coup, je m'intéressais à la question de la convergence, puisque vous dites que vous êtes arrivé en parlant de convergence. Qu'est-ce qui s'est passé et comment s'est passée la relation avec les Gilets jaunes, dont je rajoute qu'il y a encore quelques ronds-points rares, mais qu'il y en a encore en France aussi. L'idée de convergence, c'était l'idée de relancer le mouvement des Gilets jaunes, en fait. Et donc, c'était une idée extrêmement ambitieuse qui a consisté à organiser des journées qui devaient faire se rencontrer des syndicats, des associations comme Attaque, par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était ça, plutôt syndicats, associations. Des associations militantes, voilà, culturelles aussi. Ouais. Et donc, ils avaient un programme de plusieurs journées. Ça a duré plusieurs mois. C'était le samedi, avec des ateliers, des restitutions d'ateliers qui devaient forcément contenir des propositions. C'était un vrai programme pour changer la Réunion, en fait, pour apporter des solutions pour changer la Réunion. Et donc, ces journées de convergence, elles ont commencé sur le rond-point et elles ont rassemblé entre 150 et 200 personnes. C'était énorme.
Il y avait toute une gestion aussi de la nourriture, donc ils fournissaient les repas, hein, les repas étaient cuits sur place par des bénévoles. Ensuite, il y a eu Saint-Leu, qui a été un lieu de convergence, Saint-Denis. Et puis, ça s'est un peu arrêté, en fait. Ça s'est un peu arrêté parce que peut-être le quotidien a repris, même si des actions ont été menées et ont continué à exister. Et je pense à des actions portées par des militants comme les Militants pour la Terre ou Zarlor la Terre, qui cultivent, qui organisent des chantiers participatifs. Donc il y a des actions qui continuent comme ça, qui ne sont pas forcément médiatisées. Et puis il y a eu Manapani. Donc Manapani, c'était vraiment une action extrêmement importante de reprise de la terre, de dénonciation, de lutte contre la gentrification. Et Manapani, ça leur a porté un coup, en fait. Ça leur a porté un coup parce qu'ils avaient déjà fait l'objet d'un certain harcèlement policier et judiciaire par rapport au Covid, puisqu'ils refusaient de porter le masque, qu'ils avaient organisé des ventes sur le rond-point pour tous les agriculteurs qui ne pouvaient pas, les maraîchers qui ne pouvaient pas écouler leurs produits comme les routes étaient bloquées, pour les tisaneurs aussi. Donc il y a eu plusieurs procès, il y a eu ces frais judiciaires. Et après, il y a eu Manapani qui a été... le virage Manapani a été difficile à négocier et ils ont eu du mal à s'en remettre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, peut-être juste ajouter que les convergences, hein, c'était vraiment l'idée de dire il y a ce rond-point, mais alors ils utilisent une notion qu'ils appellent l'archipel, les archipels. C'est-à-dire que plutôt que chacun lutte dans son coin, et qu'il y a des sortes de luttes à petite échelle, on va dire, de chacun, mettons ensemble, réunissons nos forces, et quand il y en a un qui mène une action, on va tous le suivre. Et après, il faut se coordonner, il y a une question de coordination. Mais les Azalais, ils ne revendiquent pas de porter seule la voix de La Réunion. Non, et bien sûr, il y a des centaines d'associations culturelles, militantes, politiques, etc. Et l'idée, c'est faisons ensemble et avançons ensemble. Et c'est en ce sens-là où Manapani, et c'est un peu la symbolique du film, c'est que l'État, malheureusement, il veut contrôler les choses et ces initiatives, elles sont un peu empêchées. Tout simplement parce que quand on vous envoie, déjà on vous arrête, vous devez aller en justice, vous payez des amendes. Dès que vous sortez un peu du rang, poum, il y a la police qui arrive. Et ça, eux sont touchés par ça, mais il n'y a pas que. Hein. Nous, dans le film, on a montré principalement cette action à Manapani, mais ils ont mené, on peut dire, des dizaines et des dizaines d'actions comme celle-là. Alors celle-là était particulièrement importante parce que du fait de ces arrestations et de ces brutalités, c'est arrivé dans les médias réunionnais. Là, c'est devenu public, on va dire. Toute la Réunion était à peu près au courant. Il y avait les pour, les contre. Tout le monde n'est pas pour les Azalais, loin de là. Hein. Il y en a qui sont contre. Mais en tout cas, c'est devenu public. Et là, à partir de là, dès lors où c'était public, que le débat rentrait dans le champ public, et eux, ils sont intraitables sur... ils ne vont pas essayer d'arrondir les angles, hein. Je pense qu'il y a eu aussi une peur d'aller plus loin. On a verrouillé beaucoup de choses, on pense. Alors ça, c'est une interprétation, mais en tout cas, c'est une réalité. Et le fait qu'ils ne puissent pas avoir ce terrain, parce que finalement, le rond-point, c'est une expérimentation. Le rond-point fait 5000 mètres carrés. Alors, c'est à la fois grand, mais c'est à la fois pas très grand. Alors, comme c'est arboré, on a l'impression que c'est très grand. On a un peu accentué ça dans le film. Mais eux, en expérimentant le rond-point, ils ont montré que sur 5000 m², on peut créer des cabanes, vivre au quotidien, planter, mener des actions, vivre ensemble, changer de mode de vie. Ils voulaient le faire à plus grande échelle. Et quelque part, ces archipels, c'est eux le faisaient, puis après, ils transmettaient en open source. Ils avaient des logiques d'open source. On montre comment nous on fait, puis après, il y en a d'autres qui prennent des terrains. Et à la fin, c'est un rond-point général sur La Réunion. Bon, je caricature un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Et ça, bien sûr, le terrain, ils ne peuvent pas l'avoir parce que c'est comme ce qu'on retrouve à Nantes.
la ZAD de Notre-Dame, où cet exemple-là ne peut pas être un exemple qu'on laisse faire, parce que ça serait un modèle. Hein. Et dire que c'est possible, il faut forcément le dénigrer parce que ça sort des rails de la logique de nos sociétés telles qu'elles fonctionnent actuellement. Alors, vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'impensés et que justement c'était une expérimentation et que ça pouvait devenir un exemple. Et en regardant le film, j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être pas assez d'un côté programmatique au mouvement. Dans le sens où ils ont dit beaucoup de mots-clés et ils se battent contre beaucoup de grands concepts. Et vous avez dit aussi qu'ils faisaient beaucoup d'actions et je pense que les idées qu'ils portent aussi se voient à travers leurs actions, mais est-ce que vous pensez qu'il manquerait une espèce d'appui théorique aussi léger soit-il qui tienne dans un petit manifeste? Non, il y est l'appui théorique. Sauf qu'on n'a pas fait un catalogue de leur programme, en fait. C'était pas ça le film. Eux, ils ont 4 potomitans, c'est-à-dire 4 piliers dans leur programme. Sobat, militer, causer la parole et la démocratie directe. Bitation, c'est la culture, planter pour manger. La Kiltir, donc la défense de la culture créole réunionnaise. Et tout ça, ça s'organise autour d'un point central qui est Domoun, c'est-à-dire l'humain, quoi, en fait. Donc ça, c'est vraiment c'est les grandes lignes d'un programme, mais ils ont un programme. Mais le but du film, c'est pas d'en faire le catalogue, en fait. Oui, puis je pense en vivant, ça fait 5 ans qu'ils vivent sur ce rond-point. Et ça fait 5 ans qu'ils sont capables de... Ils ont été jusqu'à 30 personnes à habiter dans les cabanes. Et le premier cercle, on va dire, c'est entre 200 et 300 personnes qui viennent très régulièrement sur le rond-point. Et ça, depuis 5 ans. C'est-à-dire qu'ils s'organisent. Après, c'était le changement d'échelle. Alors, ce qu'on montre dans le film... c'est qu'ils y réfléchissent, ils en parlent beaucoup. C'est Ron Causé, là où ils parlent du terrain, comment s'organiser. On y va en illégal, on y va en achetant, en trouvant des fonds. Bon, mais c'est ce passage qu'ils n'ont pas réussi à faire pour l'instant. Et je pense que ce n'est pas par manque de moyens théoriques. Hein. Bon, je pense que nous, indirectement, on donne une réponse... En filigrane, c'est vraiment les arrestations à Manapani, c'est montré, l'État ne veut pas les laisser faire. Et tout à l'heure, Cécile disait que quand ils ont commencé l'occupation, c'était une majorité de droite à la région Réunion. La région est vraiment le centre du pouvoir à la Réunion, hein. Même si les maires ont beaucoup de pouvoir. Il y a 24 communes à la Réunion, ils ont beaucoup de pouvoir. Mais la région, c'est eux qui ont le plus gros budget, c'est eux qui ont beaucoup de choses. C'était donc une majorité de droite. Et là, depuis 2022, c'est une majorité de gauche. Huguette Bello, qui est une ancienne du PCR, du Parti communiste réunionnais. Et elle veut qu'ils quittent le rond-point. Et comme disait tout à l'heure Cécile, les propositions qu'ils leur ont faites pour l'instant, c'est 8000 m². Ils savent très bien que dans 8000 m², ils ne réaliseront pas leur projet. Eux, ils leur ont amené un projet très écrit, hein, qui fait plusieurs dizaines de pages, avec des objectifs bien précis. Il leur faut au minimum 5 hectares et 10 hectares. Et des 10 hectares, il y en a beaucoup à La Réunion. Hein. Même si c'est très dense, il y a beaucoup de surface. Mais forcément, ça va poser aussi une autre question. C'est si la région donne 10 hectares au QG Zazalé, pourquoi ils ne donnent pas 10 hectares à d'autres gens? Et ça, c'est une vraie question. Hein. C'est pourquoi les Zazalais et pas les autres. Mais les Zazalais, ils disent non, donnez-nous 10 hectares, mais donnez aussi aux autres. S'il y en a d'autres qui veulent faire la même chose que nous, mais au contraire. Et on se met ensemble et on travaille ensemble. Et quelque part, là, ça rejoint l'intelligence collective qu'il y a eu lors des Gilets jaunes. C'est qu'au moment des Gilets jaunes, je pense tous ceux qui ont été sur les ronds-points ont connu ça. C'est qu'au début, il y avait énormément de gens qui n'étaient pas forcément des militants, qui n'étaient pas forcément très théoriquement, bon, si entre guillemets, je mets ça, hein, qui n'avaient pas forcément beaucoup de concepts théoriques sur le militantisme et sur comment s'organiser et tout. Mais tout simplement, quand les gens sont ensemble, en quelques semaines, en quelques mois,
C'est incroyable la capacité d'intelligence collective, d'apprentissage, de mise en œuvre, de compréhension de ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher, et ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Et il suffit de lire tout ce qu'on a vu des Gilets jaunes, des propositions qui ont émergé ensuite, les fameux livres de revendications qui ont disparu complètement, et que bien sûr l'État fait tout pour qu'on ne voit pas les revendications qu'il y a derrière ça. Mais à La Réunion, c'est pareil. Ces ronds-points et ces lieux, dès que les gens se parlent, mais ils trouvent des solutions. Ils sont pas plus couillons que les autres, et même, moi je pense qu'ils sont bien moins couillons que les autres, et ils trouvent des solutions incroyables. Merci pour ce film. Je me posais la question de savoir si, comment il s'inscrivait dans des mouvements internationaux, parce que ce type de mouvement, il n'y a pas qu'à La Réunion, hein, où on parle de décroissance, de vouloir vivre beaucoup plus en communauté. Donc, est-ce qu'il y a un mouvement, enfin, où est-ce qu'ils s'inscrivent beaucoup plus dans ce mouvement plus vaste, ou alors est-ce que ça reste vraiment un mouvement réunionnais et voilà. Bon, après, je poserai peut-être une autre question sur l'implication de la culture, des gens de la culture. Comment ils se sont impliqués dans ce mouvement? Alors, ils sont en lien avec ils ont une émission hebdomadaire sur YouTube qui s'appelle le Rond-Point 2.0. Et ils sont peut-être en lien avec des ronds-points en France qui sont déjà occupés. En tout cas, ils sont en lien avec la Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane, des gens dans l'Hexagone. Et chaque mercredi, une des sympathisantes du rond-point propose un sujet et ça tourne. Voilà. Donc ils sont en lien avec ça. Et puis ils sont très attentifs à ce qui se passe aussi. Par exemple, on a vu avec le film L'Évangile de la Révolution, différentes expérimentations en Amérique latine. Ils sont très attentifs à ce qui se passe dans le Chiapas, par exemple. Ils sont très attentifs à ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, avec ce mouvement qui consiste à se débarrasser des forces françaises. Et comme disait Jean-Marie, la notion d'archipel, elle est vraiment importante. C'est-à-dire, il n'y a pas que La Réunion, mais l'idée, c'est de tracer des liens et de créer un archipel qui dépasse La Réunion. Et c'est pour ça qu'ils ont été très inspirés par le mouvement guadeloupéen LKP, lianage contre profitation. Donc ça, c'est 2009, je crois. Et cette question du lianage, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'on ne s'en sortira pas tout seul. Déjà, le collectif est au centre de leur programme ou de leur théorie, et on ne s'en sortira pas tout seul à La Réunion. Et c'est ça qui fait aussi qu'il y a quelque chose d'universel dans ce qui est expérimenté là-bas. C'est-à-dire... Comment ? Alors, les rencontres, elles se... Oui, est-ce qu'il y a des rencontres entre, par exemple, Réunionnais, Martiniquais, je ne sais pas. Moi, j'ai fait partie d'Attaque, je me rappelle, où il y avait des rencontres nationales, on va dire même internationales, au niveau d'Attaque. Est-ce que ces mouvements restent focalisés sur un petit groupe de personnes qui se retrouvent sur un rond-point où, bon, l'idée d'archipel, est-ce que cette idée d'archipel, qui est très intéressante, elle est mobilisée à travers des rencontres ou est-ce que ça reste une idée je me pose cette question de l'internationalisation et de la façon dont ça peut essaimer ce type de comportement, enfin, ou de volonté. Donc la rencontre, elle se fait par le biais de cette émission, et puis après, il y a une question de moyens, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter un billet d'avion, par exemple. Et on avait organisé une rencontre à l'occasion d'un festival qui s'appelle Cours derrière, de Laurent Pantaléon, qui est
un acteur important, auteur-réalisateur de la filière cinématographique réunionnaise. Et Laurent Pantaléon organise son festival avec Cinémaron, qui est une structure guadeloupéenne. Et à ce moment-là, c'était les deux, deux réalisateurs guadeloupéens sont venus au Rond-Point parce qu'ils avaient entendu parler du Rond-Point. Ils avaient été en lien par Facebook, par exemple, et ils voulaient les rencontrer sur le terrain. Donc cette rencontre, elle a eu lieu là, mais par un autre biais, qui est le biais d'un festival de cinéma. Oui, puis moi je crois dans ce sens-là, il y a vraiment une nouvelle génération à La Réunion, mais je pense dans tous les territoires d'outre-mer, et je dirais presque même dans l'Hexagone, tout simplement. La nouvelle génération arrive, elle a certainement beaucoup plus conscience de la situation politique, économique. Alors on caricature souvent les jeunes devant leur téléphone, TikTok, etc. Mais moi, ça, j'y crois pas tant que ça. Alors ça a un effet, bien sûr, il ne faut pas le négliger, mais... Là, on voit quand même que c'est beaucoup de jeunes. On sent, dès qu'il y a des manifestations, que c'est des gens qui ne sont pas forcément impliqués, militants, etc., mais qui ont très bien compris comment marche le système. Et la difficulté, c'est de trouver les outils pour... Mais on a la même problématique dans l'Hexagone, mais dans des tas d'autres pays. Enfin, il suffit d'aller voir les films à Cinéma du Réel pour comprendre que les luttes, c'est pas simple. Et eux, ils rencontrent le même problème, mais ils essayent et ils échangent vraiment, ils se nourrissent à la fois de ce qui se passe ailleurs, ils font au maximum des rencontres avec l'extérieur, et en même temps, ils essayent de contrôler de mener leurs actions et de mettre leur énergie aussi là où ils sont au moment où ils vivent, en fait. Et bien sûr, il y a des hauts et des bas. Mais moi, je pense que c'est comme beaucoup de mouvements militants, ils essaiment, en fait. Et peut-être qu'à un moment, le rond-point, il va certainement s'arrêter. Mais comme beaucoup... mais ces gens-là qui auront vécu le rond-point, et ce n'est pas seulement ceux qui y vivent, c'est quelque chose de beaucoup plus large, ils vont refaire des choses ailleurs, en fait. Et je pense que c'est surtout cette notion de modèle et d'éducation populaire, en fait, qui est puissante et qui permet d'essaimer, et qu'ensuite, ces gens-là, ils vont aller faire d'autres expériences ailleurs. Et je crois beaucoup, par exemple, ce qu'on a vu, je pense que vous avez tous vu ces étudiants d'Agri Paris, je crois, Agro Paris Tech, qui disent, lors de la remise de diplôme, moi, je ne veux pas aller travailler pour l'agro-industrie, c'est hors de question. On m'a formé pour aller travailler pour ces gens-là, mais je n'irai pas travailler avec eux. J'irai travailler pour quelque chose qui correspond à mes valeurs. Et c'est des étudiants qui ont payé certainement 10 ou 15 000 euros par an pour payer leurs études. Enfin, c'est peut-être leurs parents ou ils ont fait un prêt. Hein. Mais ils sont prêts à remettre en cause leur avenir, tracé avec des bons salaires, etc., en se masquant un peu les yeux. Je pense qu'il y a de plus en plus de cette jeune génération. Elle a bien compris que le système, il peut avoir une forme de perversion en leur promettant un certain nombre de choses. Mais qui va à l'encontre de leurs valeurs. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train de quand même infiltrer la société. Ouais. Alors, moi, je vais parler quand même de la qualité du film. Parce que dans un documentaire, on oublie surtout des choses tragiques. On oublie un peu de dire que le film est beau, ça rime à rien. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié ce film. Je trouve qu'il est très, très bien mené. Et j'ai apprécié les images. Parce que votre thème passe aussi par la qualité de votre film. Si ce n'était pas un bon film, ça ne marcherait pas. Hein. Et je trouve que c'est un très bon film. J'ai aimé beaucoup les images et les éclairages. Alors là, j'ai trouvé que les éclairages étaient... Alors je ne sais pas, à La Réunion, peut-être on est souvent dans le noir. On est souvent dans le noir, alors vous avez l'habitude, je sais pas, enfin on sent une ambiance justement d'éclairage la nuit. Il y a un travail sur l'éclairage de l'image, les profils des gens, les gens ensemble. Enfin, j'ai trouvé que l'image était très très belle. Voilà.
Alors ça, c'est super parce que, en fait, l'étalonnage, ça a été fait par Decapite. Alors Decapite, c'est Future-Crew, c'était le chanteur de Future-Crew, pour ceux qui connaissent. C'est une personnalité absolument hors norme. Il a commencé par le rap dans les années 2000. Donc c'était un marmaille des Camélias, un gamin des Camélias qui est un des quartiers très populaires de Saint-Denis. Donc il a écrit des textes, enfin ils étaient 3 dans Future-Crew, ils écrivaient des textes qui étaient très revendicatifs, très violents et quelquefois très drôles. Ouais. Et il faisait même les clips. Alors, il bidouillait les images où il se montrait à côté de Fidel Castro, par exemple. Et puis un jour, il s'est dit qu'il allait faire de l'animation. Et pendant 7 mois, il est resté chez lui. Il a étudié tous les manuels d'animation et il a fait de l'animation. Et puis il s'est dit, bof, travailler dans un studio d'animation, c'est pas mon truc finalement. Et il s'est mis au cinéma. Il a fait un film, un long métrage qui s'appelle Zamal Paradise, qui est un long métrage de fiction. Il étalonne aussi, voilà. Et en fait, il n'avait jamais étalonné de film documentaire. Et il ne connaissait pas du tout les conventions de l'étalonnage d'un documentaire. Et donc, il nous a fait des propositions. L'image est très travaillée. Et on a dit, banco, on y va. On y va parce que c'est sa part artistique. Et Daniela, elle est là, elle n'est pas là, Daniela, elle n'est plus là. Alors, je voulais dire aussi qu'on a été beaucoup accompagnés dans ce film par la monteuse Daniela de Felice, qui a accouché ce film parce qu'au départ, il y avait 200 heures de rush. Donc quand on a arrêté de filmer au bout de 3 ans, on avait 200 heures de rush. Quand on a commencé le montage, on avait 80 heures de rush. Et elle nous a beaucoup accompagnés. On a dérushé pendant 3 semaines. On a regardé toutes les images. Et ce qui était intéressant avec elle, qu'elle ne soit pas réunionnaise, justement, c'est qu'elle nous disait « mais ça, je ne comprends pas. Là, il y a une référence que je ne comprends pas. Là, il y a un arrière-plan que je ne comprends pas. » Et donc, elle nous a permis de rendre ce film accessible et compréhensible à tout le monde, en fait. Et après, donc notre parti pris, c'était que l'étalonnage soit fait à La Réunion. Et le mixage son a été fait aussi à La Réunion, dans un studio de Saint-Louis. Voilà. Et c'est vrai qu'on est super contents. En fait, pour vous dire, c'est la première fois qu'on le voit sur grand écran. Et on n'avait jamais vu le film étalonné sur grand écran. Donc on l'avait vu sur nos écrans d'ordi, voilà. Et là, on se disait tout à l'heure qu'on allait leur envoyer un message pour dire super boulot, quoi, merci. Alors après, il y a une lumière particulière à La Réunion quand même. et puis, je pense qu'il y a une autre chose, c'est que la diversité des visages, du métissage réunionnais permet des variations de couleurs. Et ensuite, ils vivent sur un rond-point. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'électricité en permanence sur le rond-point. La journée, l'électricité est coupée parce qu'en fait, c'est l'éclairage public, l'électricité. Ils sont branchés sur l'éclairage public. Et donc, à la tombée de la nuit, la lumière arrive. Et puis, à 5 heures du matin, poum, ça coupe. Et donc, voilà, il y a à la fois la lumière très forte de la journée, parce que La Réunion est un pays très lumineux. Hein. Moi qui suis normand d'origine, je peux vous dire que c'est très lumineux, La Réunion. Et puis ensuite, voilà, on est aussi sur un rond-point où ils vivent souvent la nuit. Bah, là, le film se passe souvent la nuit dans les ronds causés, sous ce qu'on appelle le boucan à La Réunion, qui est le lieu des ronds causés. Et bien, forcément, ça joue des lumières et tout. Et là, Decapite, comme a dit Cécile, a commencé par nous faire un étalonnage de fiction, en fait. Et bon, on l'a un peu atténué quand même, parce qu'il y avait été très fort. Mais on a beaucoup aimé ce côté où il met en valeur cette ambiance dans les ronds causés, mais aussi dans tout le film. C'était quelque chose qui était important, que ça soit un film lumineux, en fait. Mais dans tous les sens du terme, ouais. Aussi bien à l'image qu'on voulait que ça soit aussi... qu'on montre que ces actions citoyennes, elles soient belles aussi. Simples, mais belles. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Moi, j'avais une question du coup. Comment, au bout de 3 ans, vous décidez d'arrêter le film? Enfin, comment ça se passe? Hormis peut-être des raisons juste financières, mais vu que du coup l'action n'est pas du tout finie, comment vous dites à un moment, bah ça y est, on s'arrête là, on a 200 heures de rush, et qu'est-ce qu'on va aller piocher aussi là-dedans? Comment on va raconter cette histoire-là? Le point de départ, c'était la quête du terrain. Quand on les a rencontrés, ils étaient dans cette recherche du terrain, et on s'est dit, bah super, on va les suivre jusqu'à ce qu'ils trouvent un terrain, et on va filmer l'installation sur le terrain. Bon, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On a attendu, on a suivi leur démarche, et puis ce qui a mis un terme au travail, c'est Manapani en fait. C'est-à-dire qu'on a commencé à se dire que le film allait s'articuler autour de ce qui s'est passé à Manapani, autour de la lutte à Manapani et des conséquences des arrestations. Et donc là, on commence à filmer en 2020, on arrête de filmer en mars 2023 parce qu'on les a fait revenir 1 an après à Manapani pour qu'ils nous racontent un peu ce qui s'était passé, qu'ils fassent le bilan sur les lieux. Bon, ça n'a pas du tout fonctionné, on ne l'a pas retenu. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait se concentrer sur l'après-Manapani. Il faut dire aussi que là, c'est un peu compliqué pour eux en ce moment parce qu'il y a moins de militants sur le rond-point. Et il y a plus de gens qui sont en accueil social. Donc leur énergie est largement ponctionnée par ce travail d'accueil social. Et voilà, donc on a décidé de s'intéresser particulièrement à cette période-là. Oui, et moi je suis le producteur du film aussi. Donc je vais vous parler avec ma casquette de producteur. Alors tu disais, on a manqué d'argent. Alors c'est un petit budget pour faire ce film, mais par contre, il y a Canal+ Réunion qui s'est engagé avec nous sur le film. Alors pour la petite histoire, ça a déclenché énormément de débats, des ronds causés pour savoir si on acceptait le soutien de Canal+ Réunion. Au final, il y a eu un vote, des discussions et un vote. Ils ont décidé qu'on accepte le soutien de Canal+ Réunion. Et à partir de ce moment-là, quand on est, on va dire, dans la logique d'une télé, il faut c'est vrai qu'on aurait pu encore attendre. Là, on a vu par exemple le film de Pierre Carle qui explique qu'il a commencé en 2009, il finit le film en 2023, 2024, et qu'il a attendu un certain nombre de temps. C'est vrai qu'on aurait pu attendre en se disant encore quelques mois ou peut-être quelques années que cette expérience, elle mène à l'étape suivante. Mais là, vis-à-vis de la chaîne, c'était très compliqué à leur faire accepter ça. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu ça qui nous a fait... en fait, on a attendu 2 ans, en fait. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est la première année, et ensuite, ce qu'on a tourné pendant 2 ans, alors il y a des images qui sont dans le film sur ces 2 années suivantes, mais en fait, nous, on attendait, dans la construction du film, l'installation sur le terrain. C'était une sorte de passage, de montrer que là, il passait à l'étape suivante. Ce n'est pas ce qui s'est passé pour l'instant. Ça se passera peut-être dans quelques mois, dans quelques années. Ça ne se passera peut-être pas, on ne sait pas. Ouais. D'autres questions, remarques? Pour la diffusion, oui. Alors, je vais dire, comme beaucoup de gens ont dit dans les salles, on cherche un distributeur. Après, en tout cas, on l'inscrit dans beaucoup de festivals. Bon, on a la chance d'avoir été sélectionné ici à Cinéma du Réel. Je pense que ça va beaucoup nous aider aussi pour la visibilité du film pour d'autres festivals et puis même peut-être pour un distributeur. Après, à La Réunion, en tout cas, dès que cette phase de première phase d'inscription dans les festivals, on va faire tout pour bien le diffuser à La Réunion. On connaît bien les réseaux à La Réunion pour le diffuser. Après, on a des pistes avec d'autres chaînes, parce que là, Canal+, c'est les abonnés qui peuvent le voir. Et puis en plus, il y a des Canal+ Outre-mer. En fait, nous, on a signé avec Canal+ Réunion et la diffusion du film va être sur les Canal+ Outre-mer. Mais pas sur Canal+ France. Il va être sur MyCanal uniquement. Ouais. Et voilà.
Et puis c'est une télé payante, donc le public est quand même beaucoup plus restreint. L'idée, c'est de le vendre à des chaînes pour qu'il soit diffusé aussi sur des chaînes à grande diffusion. On avait proposé à Réunion Première, qui est la chaîne de télévision régionale, de soutenir le film. Et elle a refusé. Mais elle est peut-être prête à l'acheter maintenant. Elle a refusé. Pourquoi ? Parce que, bon, là, je vais dire des choses. C'est moi qui tiens ces discours-là, qui le dit. Hein. C'est un sujet un peu tendu pour la chaîne publique. Parce que je pense que beaucoup de Réunionnais, si Réunion Première diffuse certaines paroles, c'est indirectement que l'État français est d'accord pour que cette parole soit diffusée. Alors, ils sont dans cet entre-deux. C'est certainement que le film les intéressait, hein, parce que cette expérience du rond-point à La Réunion, c'est une expérience importante. Ça a touché les gens qui étaient contre ou qui étaient pour, mais c'est un sujet, quoi. Par contre, c'était délicat pour eux si ça allait un peu loin dans les revendications, et finalement, c'est le cas. Mais finalement, on leur a montré, je leur ai montré, hein, et ils ont l'air d'être prêts à le diffuser, finalement. Alors, on verra s'ils le font, hein, mais voilà, ils préféraient que ça soit Canal+ qui s'empare de ça, et puis après, quand ils voient le film, qu'ils voient jusqu'où ça allait, et qu'ils le diffusent. D'autres questions? Non? Si. Moi, je voulais juste faire un remerciement parce que je suis issue de La Réunion et je soutiens les frères et sœurs qui sont dans le mouvement. Dans le film, on a vu ma famille, on a vu des amis à moi et je suis très, très fière. Et je trouve que c'est bien, vous avez montré la réalité, en fait. Ce que vous avez montré, c'est proche. En fait, comment je suis venue ici déjà ? Je suis le rond-point Zazalé. Il dit oui, il y a le film. J'ai dit quoi ? Il va être à Beaubourg. J'étais étonnée. Après, je me dis je vais venir. Et je trouve que c'est assez représentatif de ce qui se passe vraiment. Et c'est vrai qu'on voit que derrière, parce que c'est vrai que ça peut paraître utopiste, cette volonté de s'émanciper de la force coloniale qu'il y a à La Réunion, parce que c'est réel. Et au niveau, même au bout d'un moment, on voit un monsieur parler qui dit oui, on est une petite force et faut pas qu'on fasse trop fort. Et c'est ce que vous dites aussi quand on voit avec l'action de Manapani, ils vont rétrograder. Et je pense que pour la région, par exemple, le choix de les laisser sur ce rond-point, c'est aussi les canaliser d'un petit espace et ne pas les laisser prendre d'autres espaces. Et aussi par rapport à d'autres mouvements, parce qu'il y a le rond-point Zazalé, c'est un mouvement qui est jeune à La Réunion. Il y a beaucoup de mouvements qui sont dans cette dynamique et qui luttent dans cette logique un petit peu de réparation ou qui demandent justement de restaurer tout ce qui s'est passé en amont, tout ce qui a construit le peuple de La Réunion. Et je trouve aussi que quand vous montrez... Vous mettez en exergue le fait qu'il y a beaucoup d'oreilles, entre guillemets, qui viennent à La Réunion. Mais à côté de ça, on a beaucoup de Réunionnais qui quittent l'île. Et les pouvoirs publics, ils encouragent les Réunionnais à quitter l'île. Donc on est toujours dans une logique d'instrumentalisation du peuple réunionnais. Donc voilà, ça c'est un petit peu, je trouve, on aurait dû peut-être le mettre en exergue aussi pour pas dire que on tape sur les oreilles qui viennent. Voilà. Mais je trouve que c'est un très bon film et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.